Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Une question, une chercheuse Mathématiques Parc. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Anne Vaugon. Une question, une chercheuse est organisée en collaboration avec plein de monde. Il y a la Société mathématique de France, Mathématiques Parc, la Société française de physique, l'Institut Henri Poincaré où nous nous trouvons, l'Institut d'astrophysique de Paris, l'IAP, l'UPS, l'Union des professeurs de spécial, j'espère que je ne dis personne, il y a la Fondation Blaise Pascal qui donne un peu de sous aussi. Voilà. Aujourd'hui, Anne Vaugon, qui est maîtresse de conférence à Paris-Saclay, va nous parler d'un théorème de Whitney-Gramstein. C'est à toi. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Et donc, merci à tous d'être venus. Donc, mon objectif, c'est de vous parler du théorème de Whitney-Gramstein. Donc, ce théorème, c'est un théorème qui traite des courbes dans le plan, mais qui a aussi une porte d'entrée sur des résultats plus généraux. Et donc, ce que j'aimerais faire dans cet exposé, c'est à la fois faire des choses assez concrètes sur cet énoncé et présenter le cadre plus général à la fin de l'exposé. Donc je vais commencer au tableau, mais il y aura un peu de démo de code un peu plus tard dans l'exposé. Et c'est des modestes illustrations que j'ai faites moi. Si vous voulez voir des vidéos incroyables sur des sujets reliés, il y en a des magnifiques sur le web. Voilà, cet exposé, il est pas mal inspiré. À la fois de la vidéo Outside In qui explique plein de choses sur le retournement de la sphère, et sur un texte qui s'appelle Making Waves, qui explique encore plus la vidéo que le texte de la vidéo. Voilà, et ce que je raconte est aussi largement inspiré de ce que j'ai appris sur l'âge principe avec Vincent Bourré. Voilà. Donc, avant de commencer, je voudrais bien préciser aux étudiants qui sont présents dans la salle que cet exposé, c'est pour eux et qu'il ne faut surtout pas hésiter à m'arrêter si je ne suis pas clair. Donc, je vais commencer par expliquer quel est le problème qui mène au théorème de Whitney-Gramstein. Après, je vais expliquer le théorème, donner quelques idées de preuve, puis expliquer. Donc, ce théorème, ça va être un exemple de H-principe, et donc expliquer un peu ce que c'est qu'un H-principe à la fin. Donc, je commence par la présentation du problème. Et l'idée, ça va être la suivante. Je me donne deux courbes dans le plan. Par exemple, celle-là, puis l'autre. Par exemple, celle-là. J'imagine deux courbes orientées lisses. Et la question que je vais me poser, c'est est-ce que je peux déformer la courbe de gauche en la courbe de droite? Alors, dit comme ça, c'est très imprécis. Il va au moins falloir que je réponde à deux questions, et donc je le ferai plus précisément après. La première, c'est quelles courbes sont autorisées. Et la deuxième, c'est quelles déformations de courbes sont autorisées. Et donc, une première idée intuitive avant la définition formelle, c'est que les courbes que je vais autoriser, ça va être des courbes qui vont être paramétrées et qui vont toujours avoir une tangente non nulle. Donc, par exemple, mais par contre, elles peuvent s'auto-intersecter. Donc ça, c'est une courbe complètement admissible pour moi. Par contre, une courbe qui ferait des points, là, comme ça, c'est pas le type de courbe que je vais vouloir considérer.
Et alors maintenant, quelle déformation doit être autorisée? Eh ben, je vais m'autoriser les déformations qui font que, à chaque étape de la déformation, je vais rester dans la classe précédente. Donc au cours de ma déformation, je ne peux pas ajouter des points, là, des plis, ça, c'est pas autorisé. Donc par exemple, un exemple de déformation qui commence bien, je pars du cercle, et puis je commence à rapprocher le point du haut et le point du bas. Je fais monter, donc je fais descendre jusqu'à ce qu'ils se croisent. Ok, je peux faire ça, puis je peux continuer cette déformation. Ok, ça c'est toujours ok. Par contre, si je continue à tirer ma corde là, comme ça, il y a un moment, par exemple, ok, donc celle-là, elles sont comme ça. Je vais arriver là, et ça, je fais apparaître du point, là c'est. Ça marche pas, donc par exemple, cette transformation qui fait passer le cercle qui tourne dans un sens au cercle qui tourne dans l'autre sens n'est pas une déformation admissible. Alors, donc plus formellement, les transformations auxquelles je vais m'intéresser, c'est ce qui s'appelle les immersions du cercle dans la jeu. Une immersion du cercle dans la jeu. Alors, ça va être une application gamma. Donc je vais noter comme ça. Donc pour moi, S1 c'est le cercle. Mais de façon équivalente, vous pouvez y penser comme une application gamma qui va de R dans R2 et qui va être 2 phi périodique. Okay, donc je vais demander que cette application elle soit régulière, je vais demander qu'elle soit de classe C1. Donc ça, dérivable de dérivée continue, donc la définition est éventuellement plus claire pour cette définition-là. Et je vais demander que pour tout T, soit dans S1, soit dans R, suivant quel modèle vous avez pris, eh ben, la dérivée soit pas nulle. Okay, donc c'est bien l'idée qu'à chaque point, la tangente est pas nulle. Donc on va regarder les exemples. Donc voilà, mon premier exemple, là il se cercle. Donc T, j'y pense comme un angle, et du coup je l'envoie sur possibilité. Ça me ferme mon cercle, et donc les tangentes vont être comme ça. Alors un deuxième exemple, qui va être important pour la suite. Donc, je vais donner encore une paramétrisation. Je vais regarder la courbe, moins sinus 2 fois t, et 2 fois sinus t. Alors elle, on peut la tracer. Et
revenir. Une courbe en 8, comme ça, qui va partir de l'origine, qui va tourner dans ce sens-là, donc les tangentes. Ici, elles vont ressembler à ça, et vous pouvez vérifier que mon dessin est correct et que toujours la dérivée rectiligne. Ok, donc maintenant, on regarde des immersions et les transformations autorisées, ça va être ce que je vais appeler une homotopie régulière. Donc, une homotopie régulière entre deux immersions que je vais appeler gamma 0 et gamma 1. Là, ça va être une application continue. On va y avoir un espace de paramètres qui va être 0 ou 1, je vais l'appeler F. Elle va aussi prendre un paramètre dans le cercle, et toujours, si le cercle, vous n'aimez pas, vous pouvez regarder R et prendre des choses qui sont des périodiques, à valeur dans R2. Et donc il y a un paramètre S et T. Bon, j'associe F de ST que je n'associe à gamma S de T, et donc il y a des conditions. Alors les premières conditions font que cette notation-là est compatible avec le fait que j'ai déjà un gamma 0 et un gamma 1 de défini. Donc je veux qu'en S égale à 0, eh ben, je pars de gamma 0. En S égale 1, j'arrive en gamma 1. Donc ça me dit que F de 0t, c'est gamma 0 de t. Et donc symétriquement, F de 1t est censé être égal à gamma 1 de t plus t. Et maintenant, je demande que pour tout S, gamma S, donc qui va de S1 dans R2, ben c'est une immersion. Ça, c'est une façon un peu compliquée de dire le truc que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez une transformation qui va de gamma 0 à gamma 1, qui sont toutes les deux des immersions, en restant des immersions tout au long du trajet, c'est-à-dire en créant pas de. Voilà, donc maintenant la question. Alors, je peux l'écrire concrètement. C'est existe-t-il toujours une homotopie régulière entre deux immersions. Et la réponse, voilà,
mais on sait dire quand une telle homotopie existe. Et cette condition, c'est ça, le théorème de Whitney-Goldstein. Jusqu'à présent. Donc, on peut partir sur ma deuxième section qui va être expliquer l'énoncé de ce théorème. Ce théorème il est visuellement daté 1937. Donc l'idée, ça va être que deux immersions vont être reliées par une homotopie régulière. Si et seulement si, elles font un truc que là j'ai appelé le même nombre de tours. Et donc, pour expliquer l'énoncé du théorème, il faut que je vous explique ce que c'est que cette condition. Alors, donc, comment définir ce nombre de tours? Donc, je pars de gamma mon immersion. Et je vais, pour ça, avoir S1, ça ne va pas être très pratique. Je vais le couper en 0 et donc me ramener à quelque chose qui va être défini sur l'intervalle 0,2pi. Je coupe S1. Ou si vous êtes sur R, vous resterez mis à 0,2pi. Cette étape-là est plus facile dans ce cas-là. Et donc, j'obtiens une courbe. Le paramétrage a un peu changé, alors je change son nom, mais moralement, c'est juste la courbe gamma définie sur un ensemble un tout petit peu différent. Ok, et elle vérifie ça, et du coup, les valeurs en 0 et en 2pi, c'est les mêmes. Très bien. Et donc, ma courbe d'origine, elle était de classe C1, donc gamma tilde va l'être tout autant. Et en plus,
gamma, c'est une immersion, donc la dérivée ne s'annule jamais, et donc ça va me dire que la dérivée de gamma tilde, en fait, elle va de 0 de pi dans R2 privé de l'origine, que je vais identifier au plan complexe privé de l'origine, comme ça je vais pouvoir parler de modules et d'arguments pour mes éléments gamma prime de P. Et donc j'ai ça, et gamma prime, pardon, gamma prime, elle est aussi continue, et comme elle vient de cette courbe de pi périodique là, sa dérivée en 0 et sa dérivée en 2pi sont égales. Donc j'ai cette fonction continue qui est la valeur dans C étoile, et donc je vais, au lieu de la représenter avec en coordonnées cartésiennes, je vais la représenter en utilisant des coordonnées polaires, et donc je vais écrire la dérivée en T sous la forme R de T EI θ de T. Et donc R, ici, ça va être mon module. Il va aller de 0 de pi dans 0 puissance finie. Et θ, ça va être un choix d'argument. Il va aller de 0 de pi dans R. Et ça, c'est une affirmation. C'est pas complètement évident, il faut montrer quelque chose. Mais comme gamma tilde prime était continu, je vais pouvoir prendre R et θ continu. Et donc si on analyse un petit peu ce qui se passe, c'est ben, comme gamma prime en 0 et en 2pi, elles sont égales, et ben, automatiquement je vais avoir R de 0 qui va être égal à R de 2pi. Et pour θ, il faut que je fasse un petit peu attention, parce qu'il y a une indétermination sur l'argument. Donc ce que je sais, c'est que θ de 0 va être congru à θ de 2pi modulo 2pi, c'est-à-dire ils vont être séparés par un 2 pi, mais on n'a pas forcément. θ de 0 égale θ de 2pi, ça va dépendre des courbes qu'on regarde. Et justement, c'est cette propriété-là qui va être importante pour nous pour compter le nombre de tours, parce qu'on va utiliser θ pour définir ce que je vais appeler l'indice. Et donc, j'appelle le nombre de rotations, et donc la définition. C'est la suivante, le nombre de rotations de gamma, ben ça va être, je vais noter I de gamma, et donc ça va être l'écart d'angle entre 2pi et 0, renormalisé par 2pi, et donc
I gamma, ça va toujours être un entier par la propriété de la. Donc on va le calculer sur les 2 exemples de tout à l'heure pour essayer d'avoir une meilleure intuition de ce que ça veut dire. Donc je reprends mon premier exemple de tout à l'heure, à savoir le cercle. Okay, donc je vais commencer par juste appliquer la définition, puis après on va voir comment faire le calcul géométriquement, même sans être capable de calculer le θ. Ici ça va être possible, alors allons-y. Ok, donc je dérive ce truc. Ça me donne moins sin t cos t. Et avec mon identification dans l'excès, moins sinus t plus i fois cosinus t, à savoir i fois cos t plus i sinus t. Et du coup, quand je l'écris en notation module argument, je vais obtenir EI t plus pi sur 2. Et donc en 2pi, je vais avoir 2pi plus pi sur 2. En 0, je vais avoir pi sur 2. Donc, je trouve pour l'indice 1, ce qui est raisonnable, lequel le cercle fait un tour. Alors, la version géométrique du calcul. Alors ici, géométrique, ça veut dire avec un petit dessin. Et donc, mon cercle, je le dessine ici. Et je vais suivre ces tangentes. Donc, en t égale à 0, je suis là. En t égale pi sur 2, j'arrive là. Pi, je suis là. 3 pi sur 2, je suis en dessous. 2 pi, je suis revenu là. Donc, je passe à un dessin où je dessine que les tangentes. Donc en t égale à 0, j'ai la courbe verticale. Puis après, je peux prendre jusqu'à t égale pi sur 2, où je deviens horizontal en pointant vers la gauche. Donc je me déplace comme ça. J'arrive ici en t égale pi sur 2. Et après, là, il ne se passe rien de très surprenant. À partir de pi sur 2, je continue mon tour. J'étais là, jusqu'à pointer vers le bas. Puis, en 3 pi sur 2, je remonte et je remonte jusqu'à t égale à 0 pour faire mon tour complet comme avant. Et donc, si je mets ça sur un dessin, ok, j'ai pi, ici, 2 pi là, je commence à pi sur 2, et après, je monte linéairement jusqu'à 2 pi plus pi sur 2, et donc j'ai un écart ici, et de 2 pi. Ok, donc ça, c'était la première courbe. Alors maintenant, on va regarder ce que ça donne pour le 8. Alors pendant que je les fasse, vous pouvez me demander ce que vous pronostiquez comme indice pour le 8.
Donc mon 8, il était paramétré par moins sinus de t 2 sinus t. Mais pour faire le dessin, enfin pour trouver l'indice, c'est pas vraiment le paramétrage qui va m'intéresser, c'est vraiment la tête de la courbe et de ses tangentes dans le plan. Donc je redessine le 8 et je redessine ces tangentes. Donc quand t égale à 0, je pars comme ça, je monte, je deviens horizontal, je repointe comme ça, je suis horizontal, tac, et je reviens dans la position initiale. Alors qu'est-ce que ça donne sur mon dessin? Et ben donc je pars de là, okay. Je pointe en haut à gauche, et puis après je tourne jusqu'à devenir horizontal, puis je continue à tourner jusqu'à pointer en bas à gauche, je vais jusque là, et puis une fois que je suis là, en fait je change d'avis, je repars dans l'autre sens pour redevenir horizontal vers la gauche, vers la droite, pardon. Donc je reviens là, et une fois que je suis revenu là, eh ben, je continue pour retourner là, et donc je recontinue. Donc je vais faire le dessin, mais normalement là, vous voyez, j'ai pas tourné. Là, je pars quelque part entre pi sur 2 et 2pi. En pi sur 2, je m'annule. Après, j'ai le symétrique là, tac, j'annule, je reviens. L'écart d'angle ici, c'est 0. L'indice. C'est égal à 0. Et donc celui-là, il donne 0. Le cercle dans ce sens-là, il donne 1. Donc si vous faites plein de tours de cercle, vous pouvez avoir n'importe quel n positif. Et si vous faites le tour de cercle dans l'autre sens, vous avez moins 1. Si vous faites plein de tours dans l'autre sens, vous avez 1. N'importe quel entier, pour n'importe quel entier, il y a une courbe qui réalise c'est ça. Et donc maintenant, on a toutes les armes pour énoncer mon théorème, enfin pas le mien, celui de Einstein. Et donc, le théorème dit que les immersions gamma 0 et gamma 1, elles sont régulièrement homologhes. Si et seulement si les deux immersions vont avoir le même nombre de rotations. I de gamma 0 est égal à I de gamma 1. Et j'insiste sur le fait que pour calculer ce I, j'ai vraiment besoin d'avoir une immersion, parce que si jamais ma courbe passe par 0, là, mon histoire d'angle à suivre, ça va faire un petit peu. Donc, par exemple, un corollaire, ça va être que le cercle parcouru dans un sens, pour lequel I est égal à 1, et celui parcouru dans l'autre sens, pour lequel I est égal à 1, vous pouvez toujours essayer longtemps, vous ne trouverez pas d'homotopie régulière entre les deux.
ce que j'aimerais faire maintenant et pour une bonne partie de la suite, c'est expliquer un peu comment on peut prouver ce résultat. Alors, je vais montrer une équivalence, donc je vais commenter d'abord une application puis l'autre. Et donc, je vais commencer par le premier cas, qui va être si gamma 0 et gamma 1 sont régulièrement homotopes, pourquoi est-ce qu'elles ont le même indice? Alors, en un sens, c'est la partie la plus facile de la preuve. Je n'ai pas dit que ça voulait dire évident, hein, mais là, on a une homotopie et on essaye de prouver une formule sur I pour laquelle on sait comment le calculer. On pronostique que probablement l'autre sens va être plus dur parce qu'il va falloir la trouver quelque part, cette homotopie régulière. Alors, je ne vais pas faire les détails, je vais juste donner l'idée des grandes étapes ici. Comment je vais faire? Je vais garder gamma S, l'homotopie régulière. Entre gamma 0 et gamma 1. Et maintenant, comme gamma 0 et gamma 1, je vais relever l'homotopie régulière. Je vais regarder le module et l'argument. Donc je vais écrire gamma prime S de t comme RS de t exponentielle I θ S de t. Donc R, il va aller dans l'espace de paramètres 3 et 5, toujours dans 0 plus l'infini. Et θ, pareil, pour l'espace de départ. Et lui, il va dans R. Et comme l'homotopie est continue, je peux les prendre continues. Là, il y a du travail, en particulier pour garantir que θ va être. Je peux choisir un θ continu. Donc, le cœur de la preuve, ça va être de montrer ça. Parce que, en fait, une fois que j'ai ça, j'ai fini. Parce que je vais regarder θ S de 2π. Moins un θ S de 0 sur 2π, donc la différence d'angle pour la courbe gamma S. Et on a vu tout à l'heure que, en fait, ça, c'est la valeur dans Z. Parce que toute ma transformation, elle est de pi périodique. Et en plus, comme θ S est continu, ce truc-là, ça va être continu. Donc j'ai une fonction continue qui part de l'intervalle et qui arrive dans Z. Et en 0, elle va être coincée sur un entier et elle ne va pas pouvoir en bouger à cause de la continuité. Donc en fait, elle va être constante. Donc continue plus à valeur dans Z, ça va dire que ma fonction est constante.
I gamma 0 va être égal à I de gamma 1, et ça va être aussi égal à I de gamma S pour tous les S entre 0 et 1. Donc l'indice, enfin, l'ongle de rotation, l'ongle d'homotopie, il ne peut pas bouger à cause de ça. Donc ça, c'était une idée de comment faire la première implication. Maintenant, on va parler un peu de la deuxième. Donc la deuxième, c'est si jamais je prends deux immersions, gamma 0 et gamma 1, la I gamma 0 et I gamma 1, comment est-ce que je vais pouvoir trouver, montrer qu'il y a une homotopie régulière entre les deux, et là, ce qu'on va faire, c'est la construire explicitement. Et la construction que je vais présenter, c'est une construction qui va utiliser la théorie des corrélations de Thorsten. Je vais tout expliquer. Ce que j'ai, c'est une construction ici. Alors, cette théorie-là, elle n'a pas été développée pour prouver le théorème sur les courbes dans le plan. D'ailleurs, il y a d'autres constructions possibles pour l'homotopie. Elle sert plutôt à décrire un problème plus compliqué, qui est le problème du retournement de la sphère. Mais nous, on va faire ça comme première introduction. Et donc, on est parti. On pourrait... déjà essayer un premier truc pour G gamma 0, G gamma 1. Comment je peux transformer gamma 0 en gamma 1? Ah bah, si je fais une moyenne pondérée entre gamma et gamma 1, où la pondération varie, ah bah, je vais pouvoir passer de gamma 0 à gamma 1. Alors, l'idée, ce serait d'essayer de faire ça. Donc, qu'est-ce que je pose? Je pose gamma S de T. Ça va être 1 moins S gamma 0 de T plus S gamma 1 de T. Alors, ça, c'est continu. En S égale à 0, j'ai gamma 0. En S égale 1, j'ai gamma 1. Alors, bon, ça ne marche pas. Pourquoi? Ça ne marche pas en général, mais pourquoi ça marche? Eh ben, c'est parce qu'il faut que gamma S, ça soit une immersion pour tout T et pour tout S. Donc, ce que je veux, c'est que gamma prime S de T, donc ici, c'est 1 moins S, gamma prime 0 de T, plus S, gamma prime 1 de T. Ça, j'aimerais bien que, pour tout S, pour tout T, ça soit non nul. Mais l'hypothèse que j'ai, c'est que lui, il est non nul, et lui, il est non nul, et avoir deux vecteurs non nuls, ça ne garantit pas du tout que leur somme va être non nulle. En particulier, si lui et lui, ils pointent dans des directions opposées, il y a ça qui peut se passer pour la problématique, c'est sûr, vous allez avoir un problème. Donc, il va falloir faire mieux que ça. Et l'idée, ça va être de rajouter des petites oscillations à ma courbe pour éviter les problèmes qui apparaissent quand les deux tangentes sont opposées. Donc, alors, je vais essayer ça. Donc on va regarder un peu ce qui se passe. Alors, okay. Donc je vais expliquer ce qui se passe sur les deux courbes. Donc la courbe orange là, qui fait trois bouclettes, et la courbe bleue qui est juste un cercle. Et
Et ces deux courbes, oui, elles sont homotopes, c'est l'exemple de tout à l'heure. Vous arriverez comme ça, et vous pouvez transformer la courbe orange en la courbe bleue, mais c'est un exemple pas trop compliqué sur lequel on va voir ce qui se passe. Donc ça va être, elles, mes courbes modèles pour la suite de l'explication. Donc, je vous ai fait tracer θ de t moins θ de 0 pour bien vérifier qu'elles avaient le même indice. Donc la couleur correspond à la courbe, donc pour la cercle, pour trouver bien la droite. Et après, pour l'autre, ça oscille un peu plus, mais au final, vous êtes quand même monté de 2 pi, ce qui fait que les deux courbes ont indice 1. Et donc, voilà, donc ça c'est un petit fil de ce qui se passe. Si je fais la transformation à celle qui est passée dessous, là, c'est-à-dire si jamais je fais juste une moyenne pondérée entre mes deux courbes avec mon choix de paramétrisation. Donc je la repasse, au début tout va bien, et puis là vous voyez qu'il y a 2 points qui apparaissent, puis après il y a les petites bouclettes là, et les petites bouclettes elles se referment, donc ce truc là c'est pas régulier, parce qu'il y a des endroits où on arrête d'être une immersion. Donc voilà, donc en dessous par exemple je vous ai isolé une image où vous voyez les petites bouclettes, et du coup à la place, j'ai codé le truc que je vais vous expliquer juste après, et qui permet de résoudre le problème. Alors, voilà, donc comme je vous l'ai dit, l'idée c'est, on commence par ajouter des petites vaguelettes, après on fait l'homotopie normale, et ok, on voit pas trop là, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais avoir ces petites vaguelettes, ça permet d'empêcher les singularités de se créer, puis après on les fait tourner, et puis elles disparaissent. Et donc le but d'une partie de la suite, c'est d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette animation. Je vous la remets une fois. Ah ouais, en fait, ok, désolé, sur mon écran, ça avance plus vite, parce qu'en fait, on est connecté en zoom, et ça rame. Donc ok, donc là, il disparaît. Donc, je recommence le commentaire en regardant vraiment l'écran que vous voyez. Voilà, tac, les vaguelettes apparaissent. Maintenant. Après, l'homotopie, c'est la même qu'avant, mais là, les vaguelettes, il y aura des zooms tout à l'heure, ça se passe bien, sans créer de singularité. Après, et attends, tu pourras ne pas faire confiance tout à l'heure. Après, elle se retourne. Et après, elles disparaissent pour amener le Ok. Donc, voilà, les petites vaguelettes qui apparaissent, c'est elles qui s'appellent les corrélations. Et du coup, maintenant, je vais repartir au tableau pour expliquer un peu comment ce truc-là est construit. Puis après, on reverra les images une fois qu'on aura mis. Du coup, on va commencer par se demander comment est-ce qu'on fait pour construire ces petites vaguelettes. Que j'appelle une corrélation des vaguelettes, mais c'est la même chose. Et je vais commencer par faire un cas simple, qui est comment je fais le long d'un segment horizontal. Donc là,
Mon segment horizontal, il est paramétré par T0, les paramètres en R, par exemple, dans 0 de pi, comme vous voulez. Pour créer mes corrélations, je vais avoir besoin d'une courbe qui tourne, et donc je vais reprendre ma courbe du 8 tout à l'heure. Donc c'est toujours la même, hein, moins sinus de t, 2 sinus t. Ok, et c'est toujours le même dessin. Et donc, bah, on va ajouter les deux courbes. Et qu'est-ce que je vais dire par ajouter? Je vais dire que je vais regarder la courbe gamma t. Je vais garder gamma 0. Et puis, je vais lui ajouter oméga gamma c de nt. Alors, l'oméga ici, ça va être l'amplitude de ma déformation. Et je vais toujours la supposer positive. À 0, je n'ai rien fait, et puis plus ça va augmenter, plus on va ajouter des grandes bouclettes. Et le n, eh ben, ça va être la fréquence d'oscillation. Okay, plus je mets de n, plus j'ai de bouclettes. Du coup, dans ce cas-là, on obtient un truc, donc ça c'est la courbe d'origine, et vous rajoutez un truc possible, mais elle revient sur ses pattes, mais comme en même temps que vous vous déplacez comme ça, vous revenez plus en position de départ, donc vous allez avoir un truc. C'est périodique, hein, mais là on n'y a pas. Et le point crucial, c'est que ce que j'ai fait là, c'est bien une immersion. Gamma. Pourquoi? Ah bah je calcule gamma prime. Gamma prime 0 de t plus n oméga gamma prime c de nt. Et j'analyse un petit peu la situation. Ok, gamma 0 c'est t0, donc gamma prime 0 c'est le vecteur unitaire horizontal. Puis il est là. Et ça vaut toujours cette valeur. Maintenant, n il est positif. Ah ouais, je ne l'ai pas dit, mais je prends un nombre d'oscillations positif aussi. Et donc n oméga ça va être positif. Et donc ce truc-là, ça va être un multiple de la dérivée de ma courbe en 8. Et donc souvenez-vous, ma courbe en 8, tout à l'heure, elle faisait jamais le tour. Donc elle restait toujours coincée entre cette direction-là, qui est la direction dont elle part, là, celle-là, et puis celle-là, la direction ici. Et donc, n oméga gamma prime c de nt, ça prend ces valeurs dans ce bout de plan-là. Et donc, quand j'ajoute ce truc-là avec ce qui prend les valeurs dans ce bout de plan-là, jamais ça va pouvoir s'annuler. Okay, il faudrait avoir ce vecteur-là ici pour qu'il puisse se passer quelque chose. Donc ça, géométriquement, par le choix de la courbe que j'ai choisie, ça va automatiquement être une immersion, quel que soit le n positif entier que j'ai pris, quel que soit
la fréquence que j'ai choisie. Très bien. Je vais provisoirement continuer là sans utiliser les tableaux parce qu'on va revenir dans pas trop longtemps à l'animation. Ok, donc maintenant, je sais ajouter des bouclettes sur une courbe horizontale. Comment je fais dans le cas général? Bah, ça va être la même idée, sauf que je vais orienter les bouclettes avec la dérivée de la courbe. Donc ma courbe, elle va être comme ça. En chaque point, j'ai sa tangente qui fait un angle. Donc ici, si je suis en gamma 0 de t, l'angle, c'est θ 0 de t, compatible avec les notations de tout à l'heure sur le relevé de la dérivée. Et donc, je vais poser gamma de t qui va être égal à gamma 0 de t, plus toujours mon amplitude oméga, toujours mon gamma c de nt, et cette fois-ci, je vais le tourner d'un angle θ0. Donc R θ0, pour moi, c'est la rotation d'angle θ0 de t. Donc en continu, j'oriente le sens de mon 8 par la direction de la courbe. Ok. Donc, pour réussir à bien comprendre ce qui se passe après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une étude préliminaire rapide de un peu ce que ça fait quand j'ajoute quelque chose comme ça sur ma carte. Donc, ça va être plus clair quand je vais écrire. Donc, ok, donc l'étude d'un ajout de corrélation générale. Je fais ce cas général parce que ça va pouvoir me permettre de traiter d'un coup tous les cas particuliers. Donc ce que je vais regarder, ça va être une courbe que je vais noter état de t et que je vais obtenir comme une courbe gamma de t plus oméga r alpha de t gamma c de ng. Donc gamma c là, c'est toujours le c, il est là pour corrélation, c'est toujours le 8, je prends toujours celle-là. Ok, mais maintenant, gamma, donc ça va être une courbe qui va être quelconque. La seule hypothèse que j'ai sur elle, c'est que sa dérivée va être bornée par une certaine constante que je me suis fixée une fois sur tout. Et maintenant, le alpha, ça va être un angle, et je ne vais plus supposer qu'il c'est forcément l'angle associé à gamma. Angle, mais plus forcément. Et je vais aussi supposer, ma seule hypothèse, c'est que aussi la dérivée de cet angle-là est contrôlée par C. Okay. Très bien. Donc évidemment, là, si je suppose rien de plus, c'est pas très bien parti pour que état soit une immersion, parce que déjà, je suis parti d'une courbe sur laquelle j'avais assez peu de contrôle. J'ai ajouté une corrélation d'amplitude que je ne contrôle pas, orientée dans un angle que je ne contrôle pas non plus. Donc, mais on va voir que y a des hypothèses qui vont nous permettre de garantir que ça reste une immersion. Donc, pour étudier si c'est une immersion, je dérive. Donc, je vais avoir un terme gamma plus de t.
Puis après, j'ai deux paramètres qui dépendent de t. Il y a l'angle et gamma c. Donc je les dérive séparément. Et, et donc la rotation, c'est une application linéaire. Donc quand je la dérive, ça revient à l'appliquer au vecteur sur lequel je dérive. Donc ça, le terme avec alpha prime, et le terme ici avec un n qui est sorti. Et ouais, peut-être qu'il faut que je mette un gamma prime. Donc mettons non, gamma c'est une mauvaise idée. Je les appelle à 0, B0, C0. Et donc on va étudier deux modes. Le premier mode, ça va être je pose pas de condition sur l'amplitude, enfin à part qu'elle est positive, mais ça c'est ma condition habituelle. Mais par contre, je vais demander que alpha, ça soit θ, l'angle associé à gamma, et plus très spécifiquement l'angle que fait gamma prime avec l'horizontal. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ça va être pour... je vais avoir que A0 plus B0, il va être différent de 0, c'est exactement le même raisonnement que tout à l'heure. Pourquoi? Parce que A0, donc c'est la dérivée de gamma, alors elle, je ne sais pas où elle est, mais comment? Elle est là, mais B0, il correspond à... c'est merci. Ok. Lui, il correspond à la rotation de gamma prime C. Et donc, gamma prime C, on a vu que ça variait que dans un bout du plan, que là, j'ai tourné exactement pour le mettre de façon compatible avec l'orientation de la courbe ici. Donc, quand je vais sommer ces deux trucs-là, c'est exactement comme pour la droite de tout à l'heure, ça va pas s'annuler. Et maintenant, le truc, c'est que B0 va être négligeable devant ces 0 pour n grand. Ok. Pourquoi? Parce que donc là, j'ai le oméga, mais il est présent dans les deux, donc il vaut ce qu'il veut. Ok, si oméga égale à 0, tout le monde est nul, il ne se passe rien. Après, alpha prime, j'ai supposé qu'il était plus petit que C. Gamma C, c'est une courbe explicite. Sa norme est bornée par 2, avec la formule que j'ai donnée. Ouais, peut-être pas 2, mais quelque chose. Et après, je la tourne, ça ne change pas la norme. Donc ce truc-là est borné par un multiple de C complètement contrôlé. Lui, il y a l'oméga qui compense celui-là. La dérivée gamma prime, elle aussi une norme contrôlée, mais en particulier minorée. La rotation ne change pas la norme. Et il y a le n. Et donc, si je prends n assez grand, ce terme-là va être plus grand que celui-là. Et donc, quand je mets, alors là je mets un tout petit peu, mais quand je mets bout à bout que ces deux-là ne peuvent pas se compenser, et que celui-là va être beaucoup plus grand que celui-là, quitte à faire un petit peu attention, ça va vous garantir que la somme des trois va pas pouvoir s'annuler. Techniquement, là, c'est pas juste non nul, il faudrait un peu loin de 0. Mais la conclusion de ça, c'est que dans ce cas-là, eh ben, état, ça va être une dimension. Donc si jamais oméga il peut valoir ce qu'il veut, du moment que les angles sont bien orientés, je vais être une dimension. Et maintenant, le deuxième cas, donc c'est une immersion pour n grand.
Mon deuxième cas, ça va être celui où maintenant je gagne un contrôle sur oméga. Alors, je l'écris un peu informellement comme pas trop petit, ce qui veut dire minoré par un truc non nul. Mais par contre, maintenant, je vais prendre alpha quelconque, donc plus corrélé à l'angle associé à gamma. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que pour n grand, oméga, il n'est pas trop petit. Multiplié par n, ça peut devenir très grand. Et lui, on a dit qu'il était minoré, le même raisonnement que tout à l'heure. Maintenant, lui, il n'a pas le n devant, c'est le même raisonnement qu'avant. Le n, là, va écraser lui, si je prends n assez grand. Et maintenant, lui, il est majoré par IC. Et donc, pour n assez grand, lui aussi, il va être dominé. Donc, je vais avoir que A0 et B0 vont être négligeables. Devant ces 0 pour n grand. Et donc, dans ce mode aussi, sans contrôle de l'angle, mais avec n grand et un contrôle de oméga, on a que ma courbe, c'est aussi une ligne. Okay. Et donc là, on a tout ce dont j'ai besoin pour voir quelle est l'homotopie de l'œuf. Donc mon étape 1, je vous rappelle, c'est l'apparition des corrélations. Comment je vais faire ça? Eh bien, donc j'ai toujours mon gamma 0 et mon gamma 1 qui vont être... voilà. Je pars de gamma 0. Puis, je veux ajouter mes corrélations. Et donc, je vais mettre un S en facteur devant pour que quand mon paramètre S, quand il va varier entre 0 et 1, en S égale à 0, ce terme-là va être nul. Et en S égale 1, je vais complètement avoir fait apparaître mon terme avec corrélation ici. Ce truc-là, ça va être bien une immersion, parce que je suis dans le mode 1 que je viens d'effacer. Je n'ai pas forcément de contrôle ici. Quand S est petit, je ne contrôle pas S oméga. Mais par contre, l'angle, ici, il est compatible avec l'angle fait par la courbe. Alors maintenant, j'ai l'étape 2. Qui va être mon étape d'interpolation de gamma 0 vers gamma 1. Quelle va être ma deuxième étape de l'homotopie? Donc maintenant, ma situation de départ, j'ai gamma 0 plus les corrélations qui sont complètement allumées. Donc je ne touche plus aux corrélations, provisoirement bien sûr. Et maintenant qu'elles sont là, bah, je vais pouvoir faire ce que je veux sur gamma 0 et gamma 1, et en particulier, je vais pouvoir transformer gamma 0 en gamma 1 par la transformation naïve de tout à l'heure. Et maintenant, je suis dans le deuxième mode d'étude des modifications de corrélation qui garantissent que j'ai toujours une immersion. Il n'y a plus forcément de lien entre l'angle ici et la courbe que je regarde, parce que je suis en train de changer la courbe. Par contre, l'oméga, il n'est pas trop petit, et j'ai le droit de prendre n grand, et donc
je vais encore pouvoir, quitte à prendre un assez grand, bien sûr, garantir que c'est une immersion. Donc, mon étape 3, c'est l'étape du redressement des angles. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je voudrais que... donc maintenant, à la fin de cette étape, ici, j'ai gamma 1, mais ici, l'angle, c'est gamma 0. C'est θ 0. J'aimerais le ramener à θ 1 pour pouvoir, après, supprimer tout. Donc là, je vais interpoler entre les angles. 1 moins S, θ 0 de t, plus S, θ 1 de t, gamma C de t. Et donc, à la fin de ça, eh ben, ici j'ai θ 1, ici j'ai gamma 1, donc je suis à nouveau dans le mode 1, et je peux supprimer le terme de corrélation. Et donc, qu'est-ce que je fais ici? Ben, je fais l'inverse de ce que j'ai fait à l'étape 1. Je garde gamma 1, et maintenant, je mets 1 moins S fois ma rotation. Ah oui, il y a l'oméga qui s'est perdu dans la taille, là. Donc, le 1 moins S, pour S égale 1, j'ai mes corrélations. Pour S égale à 0, j'ai mes corrélations. Pour S égale 1, elles ont disparu. Je suis revenu à la courbe d'origine. Alors, vous pourriez vous demander où est-ce que la condition sur l'indice apparaît. Elle apparaît ici. Pourquoi? Parce que si les angles ont le même indice, je vais faire un dessin en supposant qu'ils partent de la même valeur. Ce n'est pas strictement nécessaire, mais okay, imaginons les angles qui sont comme ça. Donc je suppose qu'ils partent carrés à la même valeur, mais en tout cas l'écart entre les deux est toujours fixe. C'est avoir le même indice. Cette transformation-là, juste elle interpole entre mes deux courbes, et toutes les courbes de l'interpolation, elles aussi, l'écart entre leur valeur initiale et leur valeur finale, c'est un multiple de 2π, le multiple étant donné par l'indice. Maintenant, imaginons... Est-ce que tu peux mettre ce qu'il y a en abscisse? Ouais, attends... C'était... maintenant, imaginons... θ0, ma première courbe, elle est d'indice 0, et ma deuxième courbe, elle n'est pas d'indice 0. Donc, mettons, elle est d'indice 1. Ici, j'ai 2π. Quand je vais interpoler entre les deux, ma famille de courbes, elle va se déplacer, et en particulier, le point final, il va bouger. Et à n'importe quel point dans l'intervalle, ça ne va pas être un multiple de 2 quelques. Et donc, ça veut dire que la transformation que je suis en train de construire là, elle n'est pas de pi périodique. Si elle n'est pas de pi périodique, on a des pertes de continuité sur la dérivée, et ça va créer des singularités. Ok, donc on est parti pour re-regarder un petit peu la vidéo. En fait, je l'ai dézoomé, mais voilà, donc je remets celle exactement la même que tout à l'heure. Maintenant, j'espère qu'on la comprend mieux. Donc, il y a la phase d'apparition des corrélations. Voilà. Après, la phase d'homotopie, on est dans l'étape 2, entre gamma 0 et gamma 1. Voilà. Voilà. Puis la phase où les angles se redressent, vous voyez, les courbes ne bougent plus, c'est les petites corrélations qui tournent. Et puis on arrive à l'étape 4, disparition des corrélations. Alors, je sais bien que je vous ai quand même demandé un peu fortement de me croire parce qu'on ne voit rien sur ma vidéo.
pour tenter de vous convaincre que je ne vous ai pas trop arnaqué, je vous ai fait 2 vidéos. Là j'ai juste isolé une des corrélations pour qu'on voit un peu ce qui lui arrive. Vous voyez, elle se déplace, et là, elle tourne, mais là, elle ne crée pas de singularité. Et puis après, elle disparaît. Alors, je suis d'accord, c'est pas une preuve, j'en sors qu'un. Ah, voilà, donc ça, c'est avec juste une. Et j'ai fait une autre vidéo avec un nombre fini. Donc, vous pouvez chacun choisir votre corrélation préférée. Et suivez-la, vous allez voir, elle se superpose, elle passe les unes par-dessus les autres, etc. Mais jamais il y a de singularité qui est créée le long de ce trajet. Voilà, l'idée c'est vraiment ça. Ces petites oscillations, elles permettent de contrecarrer le fait que là, on pourrait avoir des annulations de la dérive. Alors, je vous ai quand même mis une ou deux vidéos pour voir des choses qui pourraient mal se passer. Par exemple, si je prends n pas assez grand, voilà ce qui peut se passer. Et là, vous voyez, dans le coin là-bas, en haut à droite, vous avez des singularités qui arrivent. Si jamais j'oscille pas assez, ça c'est parce que j'avais quand même des conditions de contrôle entre les dérivés et n, et si je ne les vérifie pas, ça peut mal se passer. En l'occurrence, là, ça se passe pas. Voilà. Et une dernière situation où on voit des trucs qui se passent mal, je vous préviens avant de... Ah oui, non, là, c'est fini. Hop, une dernière situation où il se passe des choses mal, ça c'est là, je vais tenter d'appliquer mon homotopie au cercle dans un sens et parcouru dans un sens et au cercle parcouru dans l'autre sens. Donc, je vous préviens avant, là où il va se passer des trucs, c'est là où je vais recoller ce qui se passe en 0 et en 2π, et avec le paramétrage de mes cercles, c'est au point 1, 0. Donc c'est là qu'il faut regarder ce qui va se passer, et les problèmes vont apparaître dans la phase 3, la phase redressement des angles. Avant, a priori, tout est tranquille. C'est parti. Voilà. Ça oscille. Ça isotope. Ok. Ça a même l'air très libre. Bon, ouais, non, peut-être pas que c'est lisse. Et qu'on ne crée pas de singularité. Et là, paf, là, le fait que le truc soit pas de pi périodique, vous avez des trucs qui sont fixes et les autres qui tournent autour en 1. Et donc là, vous avez une perte de régularité à ce moment-là. Voilà. Et donc, pendant que j'efface, c'est le même principe appliqué sur une autre courbe. Ces deux-là, elles sont dans 10, 0. Okay, dans les 5 dernières minutes, j'aimerais dire 2 mots. Il est bloqué ou... Ouais, ça tombe bien que j'arrête de passer des émissions. Normalement, ça finit par s'arrêter. On l'a corrigé. Bon, voilà. Je voudrais dire 2 mots sur un peu ambitieux en 5 minutes, sur le retournement de la sphère. Et le H. Alors déjà, l'idée pour le retournement de la sphère,
Ça va être à peu près le même problème que pour les courbes, mais pour des sphères, et du coup en dimension 3. Donc je vais imaginer que j'ai une sphère, et j'imagine qu'elle est peinte de couleurs différentes à l'intérieur et à l'extérieur. Moi je représente la couleur par des petites flèches qui indiquent un des côtés. Voilà. Et donc je me demande si cette sphère peinte avec les flèches sortantes à l'extérieur, je peux la déformer par un chemin qui ne va pas créer de coins ou de plis, ou voilà, exactement comme avant, en la même sphère, mais vous avez inversé le rôle des courbes. Parce que vous pouvez faire ça sans créer de coins. Et la réponse incroyable à ça, c'est le théorème qui est l'origine de la semaine, c'est que oui, vous pouvez. Enfin, donc il y a des limites sur les courbes dans le plan, mais là, les sphères de là à là, vous pouvez. Et n'hésitez pas à regarder en ligne, il y a des tas de vidéos qui essayent de donner des réalisations géométriques de ça, qui expliquent comment on peut faire. Et moi, je ne maîtrise pas les détails de ça, mais l'idée générale, c'est un peu comme les corrélations. Là, vous allez commencer à faire osciller votre sphère, et puis après, vous allez la faire tourner, là, et puis vous allez en sortir. Et du coup, dans les 2 minutes qui restent, je vais quand même dire quelque chose sur le H-principe. Alors les deux problèmes, là, le problème des immersions du cercle, le problème du retournement de la sphère, c'est deux problèmes qui vérifient une propriété générale qui s'appelle un H-principe. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça dans le cas des courbes? L'idée, ça va avoir l'air un peu fou, mais ça marche. Ça va être, du coup, je vais regarder mon problème et mes conditions, elles concernent gamma et gamma prime. Okay, donc je vais regarder le couple gamma et gamma prime de mon problème. Et du coup, mon problème, ça va être, j'ai gamma 0, gamma prime 0. Est-ce que je peux le transformer en gamma 1, gamma prime 1, sachant que la transformation, ça va être une transformation de la forme gamma S, gamma prime S. Donc ça, c'est ça mon problème. Et gamma prime S, elle va de S1 dans R2 privé de l'origine. Et ce que je vais faire, je vais faire un truc qui... Je vais drastiquement simplifier mon problème. Dire, je vais oublier que le deuxième facteur, c'est censé être le dérivé du premier. Du coup, mes conditions initiales vont rester les mêmes. Je vais garder gamma 0, gamma prime 0 et gamma 1, gamma prime 1. Mais maintenant, je vais chercher un chemin de la forme gamma S eta S qui va interpoler entre les deux et où je vais toujours demander que eta S, ça est de S1 en R2. Ce problème, il est beaucoup plus facile. Une fois que vous avez supprimé les conditions de dérivée, pour gamma 0, vous posez juste la transformation naïve de tout à l'heure. Pour gamma prime, vous relevez l'angle, vous interpolez, ça va marcher. Vous avez une solution, vous pouvez l'écrire ici. Et le truc miraculeux, c'est que la condition pour pouvoir envoyer gamma prime 0 sur gamma prime 1, c'est que les courbes fassent le même nombre de tours. Et donc ce que vous dit le théorème de Whitney-Einstein, c'est que, en fait, mon problème, si je sais résoudre mon problème beaucoup plus simple, en fait, je vais aussi savoir les conditions pour résoudre le problème beaucoup plus simple sont les mêmes que celles pour résoudre le problème où je me souviens que gamma et gamma prime sont reliés par une condition. Et le H-principe, c'est une version générale de ça. Vous avez un problème qui relie une courbe, sa dérivée, ou même un truc qui part d'un espace plus compliqué, et vous avez des conditions. Et vous allez oublier que vous allez rajouter des variables formelles qui vont faire que vous allez pouvoir oublier qu'il y a
la dérivée de la fonction, qui est la dérivée, ça va être une autre variable. Et vous allez regarder si vous allez être capable de résoudre ce problème pour ce problème décorrélé. Et votre problème va satisfaire un H-principe si le fait de savoir le résoudre dans la version formelle, en fait, ça va être impliqué que vous allez être capable de le résoudre dans la version pas formelle, la vraie version, sans oublier les dérivés. Donc ça, c'est une définition qu'on peut poser. Et moi, le truc que je trouve fou, c'est que y a des cas où on peut montrer que cette propriété est vérifiée et que ça peut aider à dire des choses sur les solutions. Voilà. Et du coup, je vais m'arrêter. On a temps pour une question rapide. Aïe aïe aïe, désolé. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des conditions, comme pour le cas planaire, mais pour le cas des surfaces? Oui, c'est un peu triché. Il faut que. En tout cas, imaginons une façon de le voir, par exemple. Je vais répondre à une question peut-être un petit peu différente. Une question de le voir, c'est pas juste de regarder la sphère, c'est de regarder un petit épaississement pour du coup avoir cette direction normale. Et du coup, par exemple, l'homotopie, elle va préserver l'orientation. Donc, si tu essayes d'envoyer un modèle avec un modèle où tu as renversé l'orientation, ça ne va pas être possible. Ça ne s'applique pas ici et c'est la seule condition. Merci. Un petit récapitulatif des prochains rendez-vous. Prochain rendez-vous de Une question, un chercheur, ce sera de la physique. Jean-François Joigny, le 19 mars, à l'Institut d'astrophysique de Paris. Ce sera physique et biologie. Prochain rendez-vous mathématiques parc, ce sera le 14 mars, un samedi, et on n'a pas encore de titre, mais il nous parlera de filtres et de zones. Et troisième rendez-vous, le 18 février, le mercredi, à 18h30 à la BNF, Emmanuel Père parlera de Sophie Germain et l'histoire secrète du dernier théorème de Fermat. Merci encore, Anne.